Bonjour. Tu as inventé la fin et tu l'as mise pour moi. Tu sais, Christy Minstrel, c'est ici. Tu sens que tu ne peux plus continuer. 14 novembre 1965. Le premier grand conflit entre l'armée américaine et les Nord-Vietnamiens aura lieu le long de la rivière Drang et sera connu sous le nom de bataille de Ia Drang. Mais surtout, ce sera une rude leçon sur le terrain impitoyable du Vietnam. La toute nouvelle première division de cavalerie comprend un ancien régiment, le 7e de cavalerie. Autrefois, son commandant le plus célèbre était le général George Armstrong Custer. Leur première bataille pourrait rappeler la propre défaite ignominieuse de Custer. La première cavalerie est à la poursuite d'un régiment nord-vietnamien qui bat en retraite après avoir tenté de détruire un camp des forces spéciales américaines. Ce jour-là, le premier bataillon du 7e régiment de cavalerie se retrouve dans la vallée de Ia Drang pour une mission de recherche et destruction. 16 hélicoptères transportent la compagnie Bravo du commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Al Moore, jusqu'à la zone d'atterrissage X-Ray, sur le flanc nord-est de la montagne Chupong. Ils doivent sécuriser la zone afin de préparer l'arrivée des compagnies Alpha, Charlie et Delta. Ce sera une leçon difficile dans le terrain impitoyable du Vietnam. La zone d'atterrissage X-Ray paraît trompeusement plate et dégagée vue du ciel, mais au sol c'est une toute autre histoire. Les hautes herbes à éléphants dépassant 1,50 m offrent une couverture idéale aux soldats ennemis. D'énormes termitières parsèment la zone, suffisamment grandes pour dissimuler des unités armées. Le colonel Moore est conscient de la présence de troupes de l'ANV dans la région, mais il ignore que 3 régiments se cachent à proximité, prêts à attaquer la compagnie Bravo en infériorité numérique. C'est un déserteur non armé de l'ANV, découvert par le premier peloton de Bravo, qui révèle la présence de l'ennemi assoiffé de sang en embuscade. Bravo intensifie ses recherches tandis que la compagnie Alpha arrive pour sécuriser la zone d'atterrissage. Le premier peloton de Bravo ne cherche pas longtemps. Juste après midi, ils sont pris à revers des deux côtés par une force ennemie de taille équivalente. Le second peloton de Bravo accourt à leur secours. En chemin, ils poursuivent une escouade de soldats ennemis en fuite et se retrouvent bientôt coupés du reste du peloton. Les hommes de la 3e escouade du peloton aperçoivent 20 Nord-Vietnamiens qui se précipitent vers de grandes termitières sur leur flanc gauche. La 3e escouade tire. Alors qu'ils échangent des tirs, un grenadier américain trouve la bonne portée et envoie plusieurs grenades sur leur position. Une volée de tirs ennemis frappe le flanc droit du peloton, tuant le grenadier héroïque et clouant le reste de l'escouade au sol. Sous de lourds tirs ennemis venant de tous les côtés, la 3e escouade a réussi à rejoindre le groupe principal du peloton et à former un périmètre resserré. Les tirs de l'ANV tuent 4 mitrailleurs américains, puis ils utilisent la M60 du soldat tombé contre ses propres hommes. Le 2e peloton de Bravo, piégé et en infériorité numérique, est secouru par les 1er et 3e pelotons. Arriveront-ils à temps ? Pendant ce temps, Alpha et une partie de la compagnie Charlie débarquent à 13h30. Ce n'est pas un atterrissage sûr, car des obus de mortier de 60 et 81 mm s'abattent sur les hautes herbes au centre de la zone d'atterrissage. Le colonel Moore dépêche un peloton de la compagnie Alpha pour aider la compagnie Bravo assaillie au milieu de ce chaos. Le chef du 2e peloton de la compagnie Alpha, le sous-lieutenant Walter Gimard, pousse courageusement ses hommes en avant lors d'une escarmouche depuis la zone d'atterrissage sous le feu et en direction du bruit des tirs ennemis. Ces hommes rejoignent le peloton de la compagnie Bravo et poursuivent leur avancée. Ils aperçoivent une force de soldats de l'ANV vêtus de kaki, traversant devant eux de la gauche vers la droite. Ce sont les mêmes troupes ennemies qui avaient donc séparé le 2e peloton.
Les deux camps subissent des pertes lors de l'intense échange de tirs. Les troupes de l'ANV se retirent et, à l'insu de Marr, manœuvrent derrière lui. Sans perdre de temps, Marr rassemble ses blessés et envoie un chef d'escouade vers la zone d'atterrissage avec eux. L'homme revient peu de temps après. Ils sont encerclés. La situation est aussi sombre pour les autres. Le bataillon de Moore subit les tirs d'artillerie ennemis sur la zone d'atterrissage X-Ray. Les compagnies Charlie restantes et l'avant-garde de Delta ne peuvent déployer que la moitié de leurs hommes à cause de l'échange de tirs. Le colonel Moore ordonne aux 8 hélicoptères restants de rester à l'écart. La deuxième escouade, toujours encerclée par l'ANV, subit des pertes de commandement alors que ses effectifs diminuent. L'escouade de 27 hommes perd 8 membres et compte 12 blessés. Marr et ses hommes parviennent à une centaine de yards de ce peloton perdu avant qu'un tir de mitrailleuse venu de 30 yards devant eux ne les cloue sur place. Marr s'avance à découvert pour repérer précisément la position de l'ennemi. Ayant repéré le bunker, Marr ordonne à l'un de ses hommes de tirer un LEW, une arme anti-char légère, sur le bunker en forme de termitière. Affecté par l'humidité, le LOS s'enraye. Marr prend la roquette LEW, la réarme et la tire lui-même sur le bunker ennemi. Mais ce n'est pas suffisant. Le tir de mitrailleuse continue. Marr surgit de sa cachette vers la fourmilière. Au péril de sa vie, il lance une grenade par-dessus la fourmilière. Plusieurs soldats de l'ANV sont tués dans l'explosion. Les survivants sont tués par Marr et sa M60. Il fait signe à ses hommes d'avancer. Ils quittent leur abri pour le rejoindre. Puis une balle de l'ANV atteint Marr à la mâchoire inférieure. Un infirmier arrive et ramène Marr à la zone d'atterrissage. Il s'envole vers le camp de base, ayant sauvé la mission et la vie de ses hommes. Le sergent Ernie Savage, le 4e à prendre le commandement du peloton isolé, organise une défense et appelle des frappes d'artillerie précises qui protègent ses hommes en repoussant l'ennemi. Ils tiennent toute la nuit avant que des unités des 1er et 2e bataillons ne les rejoignent le lendemain. Pour ses actions ce jour-là, le sergent Savage recevra la Distinguished Service Cross. Le lieutenant Joe Marr reçoit la médaille d'honneur pour sa bravoure. Les pilotes d'hélicoptères, le major Bruce Crandall et le capitaine Ed Freeman, reçoivent également la médaille d'honneur pour leur vol à destination et en provenance de X-Ray, transportant des munitions et des fournitures et évacuant les soldats blessés. Le président George W. Bush remet la médaille à Freeman en 2001 et à Crandall en 2006. Cela fait plus de 30 ans que ces actions leur ont valu ces distinctions. Le major Crandall a ramené les hommes à la base où leurs blessures pouvaient être soignées. À ce moment-là, il avait accompli sa mission. Mais il savait que les soldats au sol étaient moins nombreux et à court de munitions. Alors le major Crandall a décidé de retourner à X-Ray. Il a demandé un volontaire pour l'accompagner. Le capitaine Ed Freeman s'est avancé. À bord de leurs hélicoptères non armés, ils ont traversé un nuage de fumée et une pluie de balles. Ils ont livré des fournitures dont ils avaient désespérément besoin. Ils ont évacué encore plus de blessés, même si l'évacuation médicale n'était vraiment pas leur mission. S'ils s'étaient arrêtés là, le commandant Crandall aurait déjà été un héros. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est retourné à X-Ray encore et encore. 14 fois, il a volé dans ce qu'ils appellent la vallée de la mort. Il a effectué ses vols en sachant qu'il faisait face à ce qui a été décrit plus tard comme un risque extrême, presque inimaginable pour sa vie. Dans la journée, le commandant Crandall a piloté 3 hélicoptères différents. 2 d'entre eux ont été tellement endommagés qu'ils ne pouvaient plus rester en l'air. Il a continué à voler jusqu'à l'évacuation de chaque blessé et la satisfaction de tous les besoins du bataillon. Lorsqu'ils ont atterri lors de leur dernier vol, le commandant Crandall et le capitaine Freeman avaient passé plus de 14 heures dans les airs.
Ils avaient évacué environ 70 hommes blessés. Ils avaient assuré une bouée de sauvetage qui a permis au bataillon de survivre jusqu'à la fin de la journée. La citation du capitaine Freeman, des décennies après son acte héroïque. Les actes désintéressés de grande bravoure, la persévérance extraordinaire et l'intrépidité du capitaine Freeman étaient bien au-delà du devoir ou de la mission. Et il a donné un exemple remarquable de leadership et de courage à tous ses pairs. L'héroïsme extraordinaire et le dévouement au devoir du capitaine Freeman sont conformes aux plus hautes traditions du service militaire et font grand honneur à lui-même, à son unité et à l'armée des États-Unis. Quant à Crandall, sa reconnaissance n'est pas moins remarquable ni moins attendue depuis longtemps. La décision du major Crandall d'atterrir de son propre chef sous des tirs extrêmement intenses a insufflé aux autres pilotes la volonté et l'esprit de continuer à faire atterrir leurs propres appareils. Et pour les forces terrestres, la certitude qu'elles seraient réapprovisionnées et que les blessés alliés seraient rapidement évacués. Cela a grandement renforcé le moral et la volonté de se battre à un moment critique. Ces actions ont permis un réapprovisionnement crucial en munitions et l'évacuation des blessés. Les actes audacieux de bravoure et de courage du major Crandall face à un ennemi écrasant et déterminé sont conformes aux plus hautes traditions du service militaire et font grand honneur à lui-même, à son unité et à l'armée des États-Unis. À la fin de 1965, l'armée américaine compte 184 000 militaires au Sud-Vietnam. Ils sont rejoints par des soldats sud-vietnamiens et des troupes de combat d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud et de Thaïlande. Ces pays et d'autres sont légitimement préoccupés par l'expansion communiste au Sud-Vietnam, à une époque où tant de nations sont rapidement tombées sous le joug du communisme. L'engagement des États-Unis à s'opposer à l'expansion communiste et leur incapacité à trouver une solution diplomatique aboutissent à une guerre qui durera encore 10 ans après le début de Rolling Thunder. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.